Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce HDQ. Aujourd'hui, on est dans un lieu superbe qui est le Théâtre de la Criée à Marseille, juste au bord du Vieux-Port. Je serai accompagné de Maëva Gardépizot qui est journaliste à Marseille et on va recevoir quelqu'un de formidable, un grand champion de boxe qu'on appelle Cœur de Lion, qui est un mec incroyable qui, autant par le sport que par son action dans la vie du quotidien, fait des choses formidables et on va vous en parler avec Maëva. La boxe, c'est ce qui l'a aidé à s'en sortir après un parcours cabossé. Alors aujourd'hui, à son tour, il veut aider les autres. Il accompagne les personnes en insertion à l'après-m, ce fast-food solidaire des quartiers nord de Marseille. Il a aussi sa propre salle de boxe où il fait la même chose. On est très heureux de vous faire découvrir ce personnage très sensible pour ce nouvel épisode de HDQ. Renald, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis de t'accueillir sur HDQ, puisque c'est le nom de cette émission. Tu accompagnes des personnes sur des parcours d'insertion à l'après-midi, mais tu as eu une vie avant et même tu en as encore une aujourd'hui en parallèle. Champion de boxe, un passé un peu compliqué. Qu'est-ce qui fait le pont aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'amène à faire ce que tu fais maintenant, à accompagner des gens au quotidien justement sur ce lieu qu'est l'après-midi et puis en dehors par rapport à toute ton histoire? Je pense que c'est les souffrances. Les souffrances que j'ai pu vivre quand j'étais enfant, dans l'isolement, dans un univers dans les années 90 qui était totalement différent de celui-ci. Et la recherche de vie, la recherche de vie. Quand j'avais 12-13 ans, on me disait de moi que j'étais un enfant qui allait faire des grandes choses. J'étais très doué au niveau scolaire. Tu as fait des grandes choses. On va en parler, mais tu en as fait quand même. Et oui. Tu continues. Hein. Au final, j'y suis arrivé. Mais malheureusement, tout s'est arrêté lorsque ma mère a quitté le domicile et que je me suis retrouvé seul avec mon père, mon frère et ma sœur, qui étaient illettrés, qui croulait sous les dettes. Et c'est de là que j'ai découvert la vie, oui, à 12-13 ans. Les pleurs et la combativité. Donc ça a été un enchaînement de choses qui m'a fait quitter l'école très très jeune. Donc j'avais même pas un brevet des collèges. J'ai arrêté en 4e SECPA. Puis je suis tombé dans la délinquance. Pas dans la délinquance qui était mauvaise. Je cherchais jamais à faire du mal aux gens, mais je cherchais à gagner de l'argent. Tu avais déjà découvert la boxe à ce moment-là? Non, pas du tout. J'ai mon père qui était boxeur au Portugal et en Champagne-Ardenne. Et il était doué. Il était doué, sauf qu'il a préféré la fête et l'alcool à son talent. Et du coup, j'ai baigné dedans sans vraiment jamais en faire, jusqu'à la case-prison. J'étais jugé mineur, je suis rentré majeur, 19 ans. Et là, j'ai vu mon père pleurer, parce que malgré son manque pédagogique et ne pas savoir comment prendre ses enfants, parce qu'il souffrait lui-même d'avoir été abandonné par sa femme, de l'avoir vu pleurer au parloir, vous savez, la fierté portugaise, c'est pas quelque chose qui se lâche comme ça, d'avoir vu ma soeur se détruire. Quand j'étais en prison, j'ai commencé à pratiquer un peu la boxe et prendre goût. Et en sortant, la première chose que j'ai fait, c'est de passer une porte. Et j'ai commencé à coacher en finale, parce que j'avais 20 ans et je voulais chercher plus à travailler parce que je ne voyais pas de possibilité à gagner de l'argent là-dedans. Donc j'ai coaché et puis en coachant, je mettais les gants avec des boxeurs que je préparais. Et on me disait, oh, mais tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien. Et donc à 25 ans, j'ai décidé de faire mon premier combat amateur. J'ai perdu. C'est tard dans une carrière, 25 ans déjà. 25 ans, ouais, j'ai perdu. J'ai refait l'année suivante à 26. J'ai tout gagné. Tout gagné. Champion de Provence, champion PACA. Et je suis arrivé, j'ai enchaîné une dizaine de victoires d'affilée. Alors que mon ancien entraîneur, en fait, j'avais quitté Miramas pour Salon de Provence.
Et mon ancien entraîneur m'avait dit tu n'y arriveras jamais. Donc j'ai été soutenu par un homme, Saïd Chabi, c'est lui qui a vraiment transformé ma vie, qui m'a dit Reynald, tu vas passer un diplôme de coach sportif. C'est un bac, il m'a dit. Ah, j'ai un bac, mais j'ai même pas le brevet. Je suis même pas. Je crois que je suis dyslexique et tout. Et bien, il m'a dit, vas-y, engage-toi là-dedans. Et j'ai eu un BPGEPS, il m'a donné un bac, l'accès à la fac, si on veut, c'est incroyable. Et ma carrière a explosé. Je me suis retrouvé à l'INSEP en l'espace de 2 ans. Donc j'avais 26 ans. Et j'avais une boxe qui faisait du bruit parce qu'il y avait peu de technique, il y avait beaucoup de déchets, mais il y avait une énorme générosité. C'était une sorte de rédemption la boxe. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis entraîné matin, midi et soir. Je m'entraînais comme un fou et ça se sentait sur le ring, donc physiquement j'étais la haine est venue de là parce que j'avais un cœur de lion. Pourquoi du coup? C'était par rapport à cet engagement que j'avais sur le ring, avec cette boxe atypique où j'étais dans l'épreuve physique et l'épreuve mentale. Et je me suis retrouvé boxeur professionnel. Après, ça a été un parcours qui a été extrêmement long, mais c'est la boxe qui m'a transmis le goût de l'effort, qui m'a transmis les valeurs de respect, qui m'a éduqué, qui m'a diplômé. Parce que derrière, après, j'ai fait d'autres choses. J'ai passé un DE, diplôme d'État supérieur. J'ai passé un type de CIP, c'est une licence. Et puis je me suis formé et en fait j'ai toujours eu en fait des belles rencontres. Je pense que c'est une rencontre qui change une vie. Saïd Chabi, j'ai eu. Et puis ensuite j'ai eu mon tuteur de stage quand j'ai passé mon titre de CIP. C'est un Marseillais, Ludovic maintenant. Et lui, quand je suis arrivé en stage, il m'a dit tu as déjà lu? Je ne lis pas, je déteste lire. Je regarde que des vidéos sur TikTok, moi. Et il m'a dit, première semaine de stage, tu vas devoir lire ce bouquin, c'est Edgar Morin, Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Et j'étais dur quand même. J'étais dur j'étais un peu intolérant encore à ce moment-là. Ouais, j'étais dur envers les gens qui ne voulaient pas réussir, ou envers les gens qui ne voulaient pas combattre, envers les gens qui s'abandonnaient. J'étais intolérant tout le temps. Parce que tu disais, moi je l'ai fait. Ouais, moi j'ai fait, moi je suis dur, la vie si elle est dure, c'est forgé dans le dur. Donc si t'es un lâche, meurs. J'étais vraiment dans cet esprit. Ouais, marche ou crève un peu. Marche ou crève. Ouais. Et donc j'ai rencontré, il m'a dit tu vas lire ce bouquin-là et tu vas me faire un rapport sur ton livre. Et ça m'a changé ma vie. Ça donnait quoi le rapport? Enfin, on va pas refaire tout le rapport, mais en gros, qu'est-ce que tu en as retenu? Le rapport, ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, il explique qu'il faut enseigner la compréhension humaine, c'est-à-dire la façon de penser des autres dans leur esprit, dans leur conscience, dans leur culture, de par où ils viennent. De par leurs croyances. C'est l'empathie que tu as découvert en fait. Pas que l'empathie, la compréhension de l'autre. Se mettre à la place. Voilà, c'est pouvoir se mettre à la place, de pouvoir intégrer sa culture, de pouvoir intégrer son histoire dans ce parcours. Si tu me dis, voilà, je m'appelle Maëva, j'ai 36 ans, j'ai grandi là-bas, ça ne me dit rien de ton histoire, je ne te connais pas. Par contre, si tu me dis, voilà, j'ai grandi dans une famille, j'ai eu un père d'origine italienne, j'ai une belle vie jusqu'à 12 ans, après je suis rentré à l'école, là je commence à te connaître. Et je pense qu'il faut qu'on puisse enseigner ça, la compréhension humaine. C'est ce qui va amener de l'empathie, de la tolérance vis-à-vis des autres. Et moi, je me suis, par exemple, j'ai toujours cherché à me libérer de ce qu'on m'a insufflé. Parce que ce qui fait de nous, c'est notre environnement, c'est notre famille, notre éducation. Et j'ai toujours cherché à me libérer des croyances, de ce qu'on m'a insufflé, pour pouvoir essayer de faire un maximum de choix librement et en intégrant aussi la façon de vivre, les croyances des autres pour pouvoir aussi les comprendre et les soutenir. Donc tout est né des valeurs de mon sport qui m'a forgé, de belles rencontres, de l'amour des gens. J'aime les gens. Des fois, comme je suis très aussi tactile et très avenant, très... Je sais pas, ça fait prétentieux de dire ça. Non, mais je l'avais constaté quand j'étais venue te voir à l'après-midi, tu faisais des câlins à tout le monde. Et alors des fois, il y a des femmes qui pensent que je veux leur numéro de téléphone. Alors que je suis hyper amoureux. J'ai une femme extraordinaire.
que le divorce, la séparation, c'est ce qui a tué ma vie, donc je refuserais tout type de séparation. Mais l'amour de l'autre, c'est ce qui m'a fait devenir aussi CIP. Donc CIP, peut-être les gens, ça leur parle pas, tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais du coup? Je suis chargé d'accompagnement des salariés, principalement sur la partie sociale et professionnelle, donc les montées en compétences, l'utilisation des outils de droit commun, la recherche d'emploi, puisque j'en parlerai par la suite, mais l'après-m c'est un chantier d'insertion, donc c'est pas des postes, c'est des contrats qui restent entre guillemets précaires, c'est des tremplins vers le milieu de l'entreprise classique ou associative. Donc c'est quoi les profils de personnes que vous avez à l'après-m sur ces contrats-là? On a des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui déjà on est rattaché à la plateforme de l'IAE, donc l'inclusion par l'activité économique. On est touché par des profils, donc les CV ne nous intéressent pas. C'est surtout la disponibilité de la personne, son engagement. Tu participes à la sélection des profils? Je m'occupe de tous les pré-recrutements. J'ai fait les premiers entretiens téléphoniques. Et après, on n'est pas toujours, comment dire, il y a deux choses, puisqu'on a une entreprise d'insertion et une SIC. Donc on a une association et une entreprise. Donc la SIC, là je m'occupe du recrutement totalement avec Kamel et mes collègues. Kamel Guémari qui est un peu le porte-drapeau avec elle. Il n'aimera pas le non, titre. Ouais, il n'aimera pas le titre, mais... Officiellement, il est président bénévole. Il est président bénévole et il est très engagé comme beaucoup. En fait, héros du quotidien. Je prends les transports en commun depuis 2 ans et en fait, j'en croise souvent des héros du quotidien et j'essaie de l'être par des actes de civisme. Moi, je suis quelqu'un d'assez courageux, donc ou des fois on dit que je suis inconscient, puisque je suis arrivé à Guez à en venir aux mains pour récupérer un portefeuille et une vieille maman, avec des jeunes qui m'ont sorti une lame de couteau devant des gens qui filmaient. Mais j'ai pas peur de ça. Même si aujourd'hui j'ai des enfants et je me dis je les rendrai tristes, mais je préfère me sacrifier et rendre fiers mes enfants, parce que je continuerai à vivre à travers eux, que de laisser une vieille dame se faire voler devant mes yeux. Et je pense que l'héros du quotidien, c'est aussi celui qui aide la mamie à monter la poussette dans le bus. Moi, je demande aux jeunes d'enlever leurs pieds. Un sourire. Parfois, je vois des regards. J'ai une TDAH, j'ai une hypersensibilité. Je pleure tous les jours, quasiment, je crois. Ouais, presque tous les jours. Et lorsque je vois des regards tristes, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de lui faire un sourire. Ben là, quand je viens, en fait, jusqu'à ici, j'ai croisé des vieux monsieur. Salam alaikum, comment vous allez? Je mets la main sur l'épaule. Et en fait, je pense que c'est ça. Et dans le bus, du coup, comment vous allez? Et puis des fois, il y a des gens regardés extrêmement froids. Je n'ai jamais parlé. Ouais. Si je pourrais avoir des papiers sur moi, avec des notes, pour dire aux gens, tiens, si tu as envie de parler, tiens mon numéro, appelle-moi, garde la force, et leur donner à tous un message et leur dire, je vous aime, je suis là si vous avez besoin de moi. Je pense que des héros du quotidien, on en a plein autour de nous. Et ça passe par vraiment des petites choses. Julien Marie-Sainte, c'est un mec qui était champion d'Europe de boxe, qui était chez nous à Marseille depuis 4 ans, qui travaillait à la DAP, qui s'est donné la mort. Ça nous a tous extrêmement touchés, puisque c'est un ami, il n'a appelé personne, il s'est donné la mort. Et je veux dire que voilà, c'est pour ça que je dis mon histoire, en fait, depuis le début. Julien fait partie de cette histoire. Et aujourd'hui, je prends souvent mon téléphone, j'appelle des vieux amis. Et là, pour mes 2024, je vais fêter je vais 41 ans, mais j'ai dit à tous les jeunes que j'allais fêter 40 ans, parce que je vais réunir tous les jeunes que j'ai accompagnés à 10 ans, puisque j'étais adulte relais à la réussite scolaire. Et c'est eux qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, puisque, en fait, en 2019, pendant le Covid, je les ai appelés, tous. J'ai pris mon listing de TAP, on appelait les temps d'activité périscolaire. On faisait ça dans les écoles. Et j'avais les listes de maternelle et tout, c'est interdit, j'avais pas le droit de les avoir, mais je les ai tous appelés. Et en fait, il y en a un qui a commencé à me dire je cherche une alternance, je trouve pas, est-ce que tu peux m'aider, Reynald? Un autre qui m'a dit fais un CV. Et en fait, les jeunes que j'ai accompagnés en 2014 à la réussite scolaire, c'est eux qui m'ont poussé à faire ce métier-là, parce que j'ai commencé à kiffer. Et j'ai fait un snap. Est-ce que tu te sentais utile? C'est quoi qui t'a plu là-dedans? En fait, c'est la passation, parce que j'ai commencé par les enfants, petite enfance, j'ai fait de l'éducation.
l'éducation sportive, l'éducation sociale. Ensuite, je suis passé à la réussite scolaire, réussite éducative, j'ai monté. Et puis après, le frigo vide, je faisais des sorties avec des jeunes ou des enfants. Et on les faisait rêver, on les faisait kiffer. Et puis quand ils rentraient chez eux, il y avait la famille monoparentale, la maman qui était en dépression, qui pleurait, qui souffrait, le frigo vide. Donc le problème était là. Donc en grandissant, pédagogiquement, mes besoins évoluaient. Et en même temps, mon utilité s'est trouvée sur d'autres chemins. Et le frigo, je pense que c'est le travail qui permet de le remplir. Même si aujourd'hui, malheureusement, je valorise plus autant les valeurs du travail qu'avant, puisque les salaires, je pense que, ça c'est un autre discours, mais je pense que la valeur du travail, elle a été rabaissée. Il y a beaucoup de familles des gens qui travaillent, même à 1600, 1700, 1800 euros, ils sont pris sous la gorge. C'est aussi ça que aujourd'hui je perds un petit peu ma foi au travail. Voilà, j'ai toujours valorisé ce truc, le travail, la souffrance. Mes origines portugaises, je pense que c'est dans mon code éducatif aussi. On va dire que il y a une éducation qui est très dure, mais je pense que nos anciens aussi, de toute confession, de toute culture, les anciens, ce qu'on appelle les Chibeni, c'était des gens qui étaient très durs, les Italiens, je pourrais parler des Corses, je pourrais parler de toute cette époque d'hommes valeureux. Et en fait, il y a une passation de messages qui n'a pas été faite. Et puis on a créé de nouveaux individus avec de nouveaux fonctionnements qui n'ont pas hérité de cette part d'admiration que j'ai pour tous ces gens qui ont les mains enveloppées de travail. Mais quelle admiration! Quelle admiration! Je sais rien, on passe, on a des gens qui ramassent les poubelles. Bonjour, comment vous allez? Ça va? Passer une bonne journée? Bon courage! J'aime pas appeler les gens frérots. Je déteste. Pourquoi? Parce que c'est en vrai un frère. C'est quelqu'un qu'on est prêt à donner tout ce qu'on a pour lui. Et en réalité, le frère, je trouve il a perdu en valeur, alors qu'un ami, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc même ami, quand je dis mon ami, c'est que déjà, tu es dans mon cœur. Et paradoxalement, avec certains, comme je sais que c'est dans leur discours, je vais leur dire frère. Mais en fait, j'y crois pas. Et je me dis merde. Je fais comme eux, je suis dans l'hypocrisie. Mais c'est juste parce que c'est une façon de faire qu'on a chez nous. Mais comme moi, je suis toujours dans l'intégrité et de par mes troubles. D'ailleurs, même moi, j'ai eu du mal à m'insérer. Donc c'est pour ça que professionnellement, je suis tourné vers ça. C'est un atout, ça. Peut-être tu as plus de facilité à créer de la proximité avec les gens que tu accompagnes. Enfin, c'est quoi un peu la méthode Garrido pour accompagner les personnes en insertion? Ça marche super bien avec les publics. Mais ça ne marche pas avec les cadres et les gens qui me dirigent. Mais du coup, c'est quoi ta façon d'être avec eux? Parce qu'il y en a qui ont plus ou moins envie d'y arriver. Comment tu leur donnes envie? Comment tu les embarques en fait? C'est les formations que j'ai eues dans le sport qui m'ont permis d'apprendre les différentes pédagogies. On n'approche pas toutes les personnes de la même façon. Comme je dis, la mettre d'épaule, il y en a certains, je ne la mets pas du tout, parce que je veux le sentir. Donc je suis beaucoup sur l'analyse du non-verbal. J'associe malheureusement aussi à une culture, à ce qu'elle représente. Et je me dis, c'est peut-être un Comorien ou un Hindou. Oui, il faut rien de mal à ça, donc je sais que dans leur culture, ça fonctionne aussi différemment. Donc je vais au départ fonctionner avec leur code pour pouvoir les approcher. Et ensuite, petit à petit, leur montrer les miens, leur faire découvrir les miens et les faire apprécier qui je suis dans mon fonctionnement. Tu leur montres que le câlin, c'est pas si mal, quoi. Oui, moi j'ai souvent des discussions avec des religieux. Je suis croyant, mais j'ai pas de religion. Et j'adore des fois discuter avec bienveillance, avec les croyants ou non, d'échanger. Je pense que les contradictions et les gens qui pensent et fonctionnent différemment, c'est ce qui nous nourrit. Et moi, je respecte énormément certains anarchistes. Pourtant, je ne le suis pas. Je respecte énormément les végétariens. Pourtant, je ne le suis pas. Je ne le deviendrai jamais, sûrement. Et en fait, j'apprends à respecter des autres façons de penser. Je pense que ça, c'est le premier pas vers l'acceptation. Attention, l'acceptation de l'autre sans que ça puisse faire du mal à autrui. Moi, je sais que ma tolérance s'arrête aux enfants, aux gens en position de faiblesse. Justement, tu nous parlais hors caméra, on a échangé un peu sur nos enfants respectifs et tu nous as expliqué que jusqu'à un certain âge, c'était marche ou crève, c'était la marche en avant forcée et que c'était même
un problème même de non-respect finalement de ceux qui n'avançaient pas de la même manière. Tu as boxé, tu as affronté des choses dures et tu n'avais pas peur. Et ton fils est né et tu as eu peur. Ah oui, oui. C'est vrai que j'ai été... Avant ça, tu n'avais pas peur? Non, avant ça, c'est vrai que en fait, de par mon enfance de souffrance, j'ai dormi dehors de 13 à 17 ans. J'étais un enfant des rues. Et donc, on apprend à plus avoir peur dans la nuit. On apprend à dormir dans des caves, chez des gens, dans des blocs, dans des caravanes, sur des parkings. Et On t'entend. ouais. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, le passé. Certains disent ouais, mais le passé est derrière, il faut tourner la page. Comme si c'était un livre qui n'était plus froissé, qui avait été redressé et repassé. Certains y arrivent. Et je respecte ceux qui y arrivent et j'aimerais en être capable. Mais les souffrances, ils ont été trop profondes. Ouais. Et l'avoir des enfants, ça m'a remué tout ça. Et eu les peurs de voir son enfant souffrir comme nous on a souffert. Ou même plus, avec les incertitudes que les conflits internationaux planent au-dessus de nous. Donc je forge mes enfants à être forts mentalement, puisque nous on a accédé à un certain confort et donc on veut leur apporter ce confort. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au confort, pour pas qu'on ait des enfants qui soient trop fragilisés par un conflit demain. Et donc j'utilise le sport. Je pense que le sport est un super outil de développement, un super outil éducatif, de réussite sociale et professionnelle, les sports, mais pas que. Ça peut être la culture, ça peut être le théâtre. En fait, il faut qu'on vive. Les gens demandent à vivre. Et il faut qu'ils fassent émerger chez eux des passions, des hobbies, du plaisir. Oui, il ne faut pas que la vie soit que manger, dormir, travailler, il faut qu'il y ait un peu... Dans toutes ces activités qu'on peut faire, on va développer des compétences. Et moi, d'être mon propre manager en tant que boxeur, de chercher des combats à l'étranger, j'ai combattu aux États-Unis, en Angleterre, j'ai combattu en Russie. J'ai fait une quinzaine de pays. M'a fait prendre conscience qu'il y avait mieux ailleurs, mais qu'il y avait aussi pire ailleurs. Et comprendre que les humains, on était très peu, qu'on était focalisés sur nous. Alors qu'en vrai, le monde, il est extrêmement vaste. Et qu'on peut trouver sa place quelque part dans le monde si elle n'est pas à Marseille. En tant que fils d'immigré, je n'hésiterai pas à faire ce que mon père a fait, s'il le faut. Puisqu'il faut qu'on trouve, il faut qu'on puisse que notre vie ait un sens. Ouais, se sentir utile et avoir un sens dans la vie en s'épanouissant. Donc le sport, ça peut être un moyen. Et toi aussi, tu as un club de boxe un club de boxe un petit peu particulier du coup parce qu'il y a cette dimension sociale. Qui est-ce qui vient? Qu'est-ce que tu apportes aux gens dans ce club-là? Tu peux nous expliquer un petit peu? Puis on a créé une salle d'inclusion par le sport où l'idée est de faire de l'accompagnement scolaire, de l'accompagnement aux familles. Ouais. Des personnes du village de Saint-Henri et de ses alentours, puisque en fait on a la Castellane, on a la Bricarde, et nous notre problématique à Marseille elle est les réseaux. J'ai pas de chiffres, mais je pense pas que 100% des jeunes qui sont dans les trafics veulent y rester. Aujourd'hui j'ai une autorité. À Marseille, je vais dans des réunions de cadres et de directeurs. Mais j'habite au Merlin, donc UPV, je suis voisin de la Castée. Je passe tous les jours à la Castée, tous les jeunes me connaissent, tout le monde me connaît à la Bricarde, dans ces quartiers. Et j'ai une proximité avec eux, un respect, qui fait que j'en amène certains à la salle de boxe. J'ai une autre figure emblématique qui s'appelle Christian Nka, qui fait partie de
de ces grands monsieur des quartiers nord de la Casté, qui a une pédagogie qui fonctionne bien aussi, par la dureté, lui. Et on essaye de sortir des jeunes des réseaux à travers la pratique de la boxe. Moi, je m'occupe de leurs soucis administratifs. Je les aide à trouver un travail. Moi, je leur donne la force mentale. Christian intervient sur la force physique et la douleur. Et en fait, ce monsieur-là, il a des compétences. Et ses compétences sont là-dedans. Parce qu'il a une aura, il a quelque chose qui fait qu'il va pouvoir capter des jeunes là-dedans. Et il va pouvoir les accompagner et les faire sortir de là. Et c'est ce que j'ai découvert. Et en fait, chaque jour à l'après-midi, parce qu'on a des CV qui sont déposés, et chaque CV qui est déposé, je ne le mets pas de côté, je m'en occupe. Tous les CV qui sont déposés à l'après-midi, ils sont réorientés, tous. Je découvre chaque jour des personnes qui ont des compétences qui ne sont pas forcément visibles par rapport à ce qu'on propose aujourd'hui, mais qu'on peut mettre dans d'autres dispositifs qui seraient utiles. Et aujourd'hui, les enjeux de demain, c'est celui-ci, c'est comment on trouve une place à la société, à chacun, que chacun puisse se sentir utile et utiliser ses compétences, parce qu'on en a chacune d'entre nous, et c'est ce que je fais d'ailleurs aussi à l'après-midi, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de rassembler. En faisant une fois par mois, je fais des job dating, j'en fais un mercredi d'ailleurs, c'est une formation dating, métier du sport et CAP petite enfance. J'essaie de connecter. Voilà, connectons-nous. En fait, on veut créer. Déjà, il y a plein de choses qui existent, on n'est même pas au courant. Donc là, j'ai pensé à créer une APK, même si on vole l'idée, qu'on me la vole, une APK qui permet, chaque année, au mois d'août, c'est où qu'il y a des clubs de boxe? C'est où qu'il y a un club de foot? Non, mais c'est facile. On ouvre une APK, on met chaque point GPS, chaque association rentre son tarif, ses horaires, ses entraînements, ses contacts, et puis tu ouvres ton Maps, et puis tu cherches un club de n'importe quel sport. C'est des trucs basiques. En fait, je me dis, pourquoi ça n'existe pas? Et il faut. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui existent aussi dans l'accompagnement à l'emploi, dans le recrutement, où on a des gens qui veulent recruter, qui ne trouvent pas, des autres qui cherchent et qui ne trouvent pas. Et en fait, ce qu'on appelle nous en boxe, et c'est toutes les compétences que j'ai transférées de la boxe vers le travail, c'est que je faisais du matchmaking, c'est-à-dire on me disait Reynald, j'ai besoin de 70 kilos, top 150, je cherchais, je ne parle pas anglais, je vous enverrai une interview en anglais, vous allez pleurer de rire. Et pourtant, tu aimerais bien Manchester. Ah ouais, mais j'adore ces pays. Et puis, je me débrouillais comme ça. Et puis aujourd'hui, je pense que les enjeux, ils sont là. C'est comment on fait pour connecter les gens. Et il faut que aussi certains dans le social ou dans l'accompagnement, c'est sensible. Arrête de chercher les intérêts. Les intérêts de leur structure ou les intérêts, quand je parle d'intérêts, c'est financier, c'est de pouvoir, c'est de reconnaissance, d'existence dans ce tissu associatif qui existe, ce tissu d'entreprise, pour rester focalisé sur pour qui on bosse. Et c'est ce qu'on appelle le business social. Et certains vous diront non, mais moi si je voudrais faire de l'argent, je ne ferais pas de social. C'est pas vrai. Ça c'est la phrase qui ne passe plus. Ça ne marche plus. Non. Et dans le social, il y en a, ils gagnent pas mal d'argent, ou ils en gagnent moyennement bien, mais ils sont invisibles au bataillon, ils ne travaillent pas. Donc il faut se recentrer, il faut qu'il y ait un ménage qui soit fait aussi au niveau social, que toutes les personnes. Moi, on m'a viré de l'UNAPEI, la chrysalide, parce qu'on m'a dit que j'étais trop engagé, trop empathique. Non, mais c'était démesuré, mais je suis là en fait. Ouais, mais il y a des codes, on est quand même une structure fonctionnement entreprise, on est une association, mais on fonctionne comme une entreprise. Ouais. Et en fait, dès le début, là, poum, ça cloche. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai du mal à trouver une place fixe. Et d'ailleurs, l'après-midi, j'y suis, mais je ne sais pas combien de temps je vais y être. Parce que l'évolution. Il y avait un livre, je ne pourrais pas vous dire le nom, où il disait les hommes ont 7 vies, comme les chats. Moi, ils en ont 9 les chats. Ils en ont un peu plus. 9. J'avais tourné la page et puis en gros le bouquin c'était tu connais une personne depuis sa naissance, entre 0 et 10 c'est une personne, entre 10 et 20 c'est une autre, 20 et 30. Et puis je pense que si à 20 ans et à 50 ans tu es le même, dans tout ton fonctionnement, tu as raté quelque chose.
Et je pense qu'on peut suivre l'évolution de nos besoins au fil du temps et évoluer. Et c'est ce que je fais aussi à l'après-m, c'est que je fais évoluer les personnes, les employés. Je les fais monter c'est prétentieux, on les fait monter en compétences. Et puis on les développe, et puis on avance, et puis on fait des échéanciers. Et puis je refuse de dire non, c'est fini, non, j'y arriverai pas. Et là, c'est le côté coach qui prend la relève avec la casquette en arrière, et puis il me dit, je veux devenir ça. J'y arriverai jamais. Ben non, on va faire un échec, même si ça va mettre 5 ans, mais ça va mettre 10 ans, on va y arriver. Pourquoi pas? Je peux devenir auto-entrepreneur. On me dit non, je parle pas français. Ben ouais, aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, et dans 4 ans, et dans 5 ans, viens, on fait des chantiers. C'est possible. Des fois ça marche, des fois pas. Quand on est hypersensible, est-ce que c'est pas dur d'accepter qu'il y a certaines personnes, on n'y arrive pas? Comment tu gères ça? Est-ce que tu te dis pas, peut-être j'ai mal fait mon boulot? Est-ce que... Là, tu mets le point sur... ouais, je pense... j'ai du mal avec... allergique to fire, à l'échec. L'échec, c'est pour moi, c'est un ami qui s'appelle Tagbo, Hervé, c'est le frère de Claude Tagbo, le comédien. Il m'a donné ça à Montréal, ils ont kiffé quand j'ai boxé aux États-Unis. Et je pense que l'échec, c'est de ne pas essayer et de non, pas de ne pas essayer, c'est trop raccourci, de ne pas avoir tout donné pour y arriver. Ouais. Et puis après, si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de regret, on a essayé. Et donc là, il n'y a pas eu d'échec puisqu'on a essayé, on y a été au bout. Donc c'est ça que j'essaye de transmettre. Et je pense que même si on n'y est pas arrivé quand on a tout donné, on ne regrette pas. Parce que dans tous les cas, on va apprendre de quelque chose. Et tant qu'on est toujours dans l'activité, c'est dur pour un TDAH de parler d'activité, parce que j'en suis en suractivité. Tu nous as amené des petites choses là. Est-ce que tu peux nous en parler? Enfin, tu nous as même fait l'honneur de nous amener celui-ci, parce que c'est des objets rares dans la vie d'un homme, une femme aussi. Tu peux nous en parler un petit peu de celui-là spécialement? Pourquoi il est là par rapport à toute l'histoire qu'on s'est racontée? C'est ton titre de champion de France. Oh oui, oui. Celui-ci, c'était en fait, il y a une sorte de crise identitaire dans les quartiers. Enfin, je sais pas, c'est dans les quartiers. Mais je me rappelle que de mon enfant, je refusais de dire que j'étais français. Pourtant, j'ai quasiment jamais mis un pied au Portugal. Je ne parle pas bien portugais. Mais je sais pas, c'est parce que c'était coutume dans les quartiers, on refusait de dire qu'on était français. On s'identifiait par son origine en fait. Ouais. Et puis en fait, c'est en 2011 que j'ai fait mon premier combat en Irlande et que j'ai commencé à voyager à l'étranger. En fait, on ne nous aimait pas les Français. Et j'avais un esprit de contradiction qui voulait que, vous ne les aimez pas, je vais défendre le drapeau français. Et après, j'ai associé le drapeau français non pas à des politiques ou à un État gouvernemental, mais à des gens. Et pour moi, du coup, l'amour de la France s'est transmis sur les Marseillais. C'est mes voisins. Ouais, évidemment. Et le peuple français, puisque du coup, mon père était attaché à ce pays. Il était attaché à ce pays et d'avoir gagné la ceinture, lui qui a grandi dans un bidonville à Paris, la reconnaissance de ce drapeau, ça a été pour moi une grande fierté. De lui dire, voilà, mon papa, t'es arrivé dans ce pays à 15 ans, t'as grandi dans un bidonville, mais ton fils, c'est le roi de France. Et tes enfants, ils le comprennent ça? Tes garçons? Ils comprennent cet impact que ça a eu sur toi, ça? Ils comprennent, mais j'ai l'impression que, même à leur jeune âge, ils sont déjà dans cette recherche d'identité. Ma femme, en plus, est d'origine algérienne. Alors, ça complexe la chose, puisqu'à Kabyle, ça complexe encore plus les choses. Berbère, donc des identités fortes. Voilà, donc des identités qui sont assez vieilles. L'identité portugaise aussi, hein, c'est aussi un passé noir, c'est le commerce triangulaire, il y a des choses. Et puis voilà, ça a été le premier cadeau de naissance de mon fils, puisque c'était quelques mois avant sa naissance. Donc ça a été un moment très symbolique et voilà. Et je suis extrêmement fier d'avoir pu marquer l'histoire pendant 2 ans, puisque pendant 2 ans j'étais... Tu as défendu ce titre? J'étais numéro 1 français.
Et c'est du coup le béret de colonel. En fait, cette fierté, elle est née très très tard. Cet amour, c'est pas de fierté, c'est cet amour pour les Français. Dans leur incivisme, hein, parfois, dans leur irrespect. Hein. Je vous promets, vous êtes même à New York, vous voyez un Français à l'aéroport, vous le reconnaissez de loin. C'est un truc de fou. Hein. On est connu pour ça. On est malheureusement connu pour ça. Et quand je dis français, c'est qu'à l'étranger, nos origines n'existent pas. On est tous français. Ils ne font pas de différence. Et championnat de France, le 13e régiment des légionnaires, qui est au pied du ring d'un de mes championnats de France. C'est à Agde. C'est le régiment du fort Brescou, je crois. Donc c'est le colonel qui avait ce béret depuis 20 ans, avec plusieurs Ukrainiens qui sont d'une force. Et ils étaient en pied du ring et il m'a offert ce béret et ça a été un moment qui m'a extrêmement touché. Puisque ces gens, j'admire leur engagement, même si après on peut rentrer dans des trucs assez techniques, on dit ouais, les envois au feu dans des terres, ouais. Mais je parle des personnes. C'est pour ça que j'ai fait toujours la dissociation entre la France, l'image que certains en ont, et moi, le peuple, les hommes derrière les bérets. Et c'est pareil pour tout ce que je fais dans ma vie. Quand je travaille aujourd'hui, je ne travaille pas avec des organismes, je travaille uniquement avec des personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit regarder. On doit regarder les personnes et non pas leur structure et leur... c'est un peu poétique. Non, et puis ça fait J'ai du mal à me faire entendre ça fait le lien avec ce que tu disais sur ça, avant. parce que quand je parle de France, on me dit ah, patriotique et les caricatures et tout. Je suis extrêmement fier. J'adore l'Algérie de par ma femme, mes enfants. J'adore le Portugal, mais j'adore plein d'autres pays, comme j'adore l'Angleterre, et que c'est pas mes origines non plus. Et puis j'ai envie que notre ville, que notre pays, puisque c'est la terre de mes enfants, rayonne dans le futur. Et pour ça, ça passe par l'amour du pays. Mais c'est des discours qui sont sensibles de nos jours, je ne sais pas pourquoi en fait. J'ai l'impression qu'on est le seul pays au monde à avoir honte d'aimer son drapeau. Parce qu'en fait, dans l'historique, il a été associé au FN aussi, à des mouvements et tout. Et je pense que nous, les enfants d'immigrés, on doit dire ça à nous. En fait, en le laissant comme ça, on se l'approprie plus en fait. Ouais, on se l'approprie plus. Mais après, c'est dans tous les domaines. Je pense qu'on a trop abandonné de sujet et du coup qu'on a laissé des imbéciles en parler. Moi, je vois avec les religieux, des fois je croise des religieux, c'est eux qui parlent de religion parce que nous on n'en parle jamais. Et tu vois des gens, c'est des gens qui sont lavés du cerveau, qui sont extrémistes, qui vont dire aux autres comment ils doivent vivre la religion, mais c'est normal, on n'en parle pas. Dans tous les secteurs, on n'en parle nulle part. Donc du coup, ne pas en parler, c'est laisser la porte à des abrutis d'en parler. C'est comme le drapeau, je pense qu'on ne doit pas le laisser à n'importe qui. Et ouais, c'est ma fierté. C'est une fierté de pouvoir ramener à Marseille. À l'époque, il n'y avait plus de champion de France, et d'être champion de France à Marseille et de soutenir à travers cette ceinture, de me dire ouais, il y a plein de clubs marseillais qui vont se développer aussi. Et la boxe en France, comme j'ai pu le faire aux États-Unis, j'ai été faire des exploits, soit en Angleterre, aux États-Unis, et ben ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Et j'avais pris ça là, parce que ça c'était, je pense que c'était l'un des plus beaux moments de joie. C'était en 2016, quand j'ai commencé la boxe, j'ai commencé en 2009. Il y avait un médaillé olympique en 2008, il s'appelait Daoud Dasso, que je regardais à la télé, les olympiques, extraordinaire. Et puis j'ai toujours admiré. Et puis en 2015, c'est juste avant le championnat de France, c'était une demi-finale du championnat de France, je me retrouve face à lui, 16 combats, 16 victoires. Invaincu, médaillé olympique. Et puis moi, j'ai 15-20 défaites, 20 victoires. Mais j'étais en plein bout. J'avais fait une énorme victoire. J'avais été le UP7 mondial de la boxe, avec une cote à 36 contre 1. J'avais gagné par arrêt de l'arbitre à Liverpool. Donc j'étais en pleine confiance. Et Daoud Dasso, à Levallois-Perret, près de son antre, un public complètement rattaché à sa cause.
Je rentre juste avant, j'ai rencontré Kerry James, qui m'avait donné sa chanson Mon Médalix avant même qu'elle sorte. J'étais rentré dessus avec le volet et tout, j'étais en mode je vais y arriver, je vais y arriver. Et premier round, je vois pas le jour, mais vraiment je vois pas le jour. Et deuxième, je le touche. Et en fait, mon cœur, c'était le talent. C'était un combat qui était rentré dans les mémoires, parce que c'était le talent, la supériorité face à l'engagement, le courage et le physique. Et en fait, je l'ai tellement épuisé qu'il ne tenait plus. Il tenait plus debout, il était titubant. Et j'ai gagné ce combat, donc je lui ai promis sa première défaite. Et ça a été une extase. Je ne réalisais pas ce qui se passait. Et grâce à ce combat, c'est ce que je disais juste après en interview, j'ai pu montrer que le travail dépassait le talent. Et quand on croyait en soi et quand on était discipliné. Ouais, discipliné. Parce que croire, la foi, ça ne suffit pas. Discipliné. Et moi, j'ai toujours affiché mes enfants, les réseaux, ma vie, l'amour, quelque chose comme ça. Et puis, les gens ils me voyaient me préparer à ce combat et ils me voyaient m'entraîner 3 fois par jour, matin, midi et soir. Oui, t'apportes ce cœur, d'ailleurs je crois que c'est ton surnom, Cœur de Lion. Merci pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Maëva, merci beaucoup également à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et évidemment, suivez-nous sur les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, on est partout. Donc on vous invite à nous suivre et à découvrir des belles personnalités comme Reynald qu'on a reçu aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Merci.